Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il y a 4 titres à la présente édition d'Information première. Opération limitation de vitesse, on connaît maintenant la carte des 14 000 km de route où vous ne devez pas dépasser 110 km à l'heure. Étrangers, à Erfurt, les deux Willy Brandt et Willy Stoph, chefs des gouvernements des deux Allemagnes, se rencontrent. Mais de cette rencontre historique, il ne faut rien attendre de très concret. Je pars pour Erfurt avec de bonnes intentions, mais sans illusion, a déclaré hier soir le chancelier ouest-allemand. Cambodge, après la destitution du prince Sihanouk, qui se trouve à Pékin, l'Assemblée nationale a supprimé les libertés constitutionnelles. La capitale est en état de siège, des chars patrouillent dans les rues. Il y aurait des combats à la frontière du Sud-Vietnam. Ces combats opposeraient des unités nord-vietnamiennes stationnées à l'intérieur du Cambodge à des forces de l'armée royale cambodgienne. Enfin, selon Radio Phnom Penh, signalons que le Cambodge restera neutre et fidèle à ses engagements. France, une dernière minute, Nanterre, M. René Raymond a renoncé, il ne sera pas doyen de Nanterre. Dominique Laury rentre à l'instant de Nanterre et il fera le point de la situation là-bas dans quelques instants. Ces informations maintenant en détail avec Bernard Volcker. L'Allemagne d'abord. Oui, l'Allemagne d'abord. Nous suivons en ce moment même le programme de la télévision allemande, de la première chaîne de télévision, pour voir s'ils vont arriver à passer un reportage sur la rencontre d'Erfurt de ce matin. Il n'y a encore rien. Je peux déjà vous dire, d'après les dépêches, ce qui s'est passé. Nous avons là-bas notre correspondant Jean-Pierre Elkabbach, que vous allez voir sur cette photographie d'agence. Il est entre M. Brandt et M. Stoph. Voilà, vous voyez Jean-Pierre Elkabbach qui est là, qui n'a pas encore pu nous faire parvenir son reportage, mais en fait on voit bien qu'il est là, donc nous avons des chances de le voir ce soir. La télévision allemande n'est pas plus riche que nous en la matière, et je crois qu'il y a beaucoup de difficultés pour les transmissions depuis l'autre côté de ce que l'on appelait encore il y a peu le rideau de fer. L'entrevue historique entre le chancelier Willy Brandt et M. Stoph, le président du Conseil des ministres de la RDA, a commencé à 10 h à l'hôtel Erfurterhof qui fait face à la gare d'Erfurt. C'est une foule de plusieurs milliers de personnes qui avaient accueilli le chancelier Willy Brandt à sa descente du train à Erfurt. Voilà ce qu'en dit l'agence France Presse. Les spectateurs ont rompu le barrage des Vaupeaux, la police populaire est-allemande, lorsque M. Brandt, en compagnie de M. Stoph, qui l'avait accueilli sur le quai de la gare, s'est rendu à pied entre une double haie de journalistes et sur un grand tapis rouge de la gare à l'hôtel. À la descente du train, le visage de M. Brandt était peu souriant. M. Stoph l'a accueilli, lui a serré la main et il lui a dit « Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et vous souhaite la bienvenue sur le sol de la RDA ». M. Brandt a répondu « Je me réjouis de votre accueil et du beau temps qu'il fait ». C'est une formule assez lapidaire. Les déclarations de ce matin, la séance a commencé. Nous allons pouvoir suivre le programme de la télévision allemande qui montre... Oui. Vous voyez ici M. Stoph à droite, c'est le reportage de la télévision allemande réalisé à Erfurt. À droite, la délégation est-allemande, à gauche, la délégation ouest-allemande, le chancelier Brandt. La réunion a commencé ce matin à 10 h très précises à l'hôtel Erfurterhof à Erfurt. C'est M. Stoph qui a pris la parole le premier. Il a déclaré « À l'ordre du jour de cette réunion figure le règlement permanent et fondamental des relations entre la RDA et la RFA. Il ne pourra se faire que par l'établissement des relations conformes au droit international et sur la base de l'égalité complète. » C'est le chancelier Brandt qui a ensuite pris la parole. Il a répondu en disant que les deux gouvernements doivent rechercher des sujets de discussion d'intérêt mutuel susceptibles d'amener des progrès favorables à la paix et à l'humanité. Le chancelier Brandt a parlé de la question de l'admission des deux États allemands dans les organisations internationales. Il a indiqué que cette question pouvait faire l'objet de futures négociations entre les deux pays, notamment le problème de l'entrée de la RDA et de la RFA aux Nations Unies. Voilà. Nous retrouvons le speaker de la télévision allemande et vous me retrouvez. Ceci pour vous dire que le chancelier Brandt a parlé de l'éventualité d'une deuxième rencontre interallemande qui se déroulerait, celle-là en Allemagne de l'Ouest, à Lübeck, c'est sa ville natale. C'est ce qu'il a proposé. Je voulais vous dire également que la séance a pris fin à 11 h 45 et a donc duré 1 h 3/4. Nous aurons d'autres détails ce soir. Pour ce qui est d'Allemagne. Oui. Nous parlons maintenant du Cambodge. Et là, tout n'est pas joué au Cambodge. C'est Georges Bitoef qui nous a préparé cette synthèse d'informations sur le Cambodge. En effet, ce matin, l'Assemblée nationale cambodgienne a proclamé la patrie en danger et a supprimé toutes les libertés constitutionnelles. Des informations non confirmées signalent que l'armée cambodgienne serait divisée en deux tendances. Je regarde à nouveau la télévision allemande, car voici, nous allons repasser sur Erfurt, puisque voici la scène de l'arrivée du train de M. Brandt en gare d'Erfurt.
Vous voyez M. Brandt qui descend de son train et c'est là qu'il répond « Je me réjouis de votre accueil et du beau temps qu'il fait ». M. Stoff lui ayant dit « Je vous souhaite la bienvenue sur le sol de la République démocratique allemande ». Vous voyez qu'il y avait beaucoup de journalistes et il est difficile de voir quelque chose. Tout ce que l'on sait, c'est que M. Brandt et M. Stoff sont au milieu. La télévision allemande de l'Ouest indique que la télévision de l'Est a déjà diffusé ces images il y a environ 1 heure dans le cadre du reportage spécial qu'elle réalise à cette occasion. Ce n'était donc pas diffusé en direct. Il n'y avait pas d'accueil officiel à proprement parler. M. Stoff est venu simplement avec les membres de sa délégation. C'est M. Brandt qui avait demandé que les formalités protocolaires soient réduites à un minimum. Il y avait surtout des journalistes. Nous allons, je l'espère tout du moins, voir maintenant la sortie de la gare d'Erfurt, et c'est là que la population a rompu les barrages de la police et a scandé les noms de Willy, Willy, on ne sait pas exactement à qui cela s'adressait, et ensuite de Brandt, ce qui a amené le chancelier à apparaître au balcon de l'hôtel Erfurter Hof, où les discussions ont commencé à 10 heures. Vous voyez ici la sortie de la gare. Évidemment, dans ces négociations entre deux États, il n'y a pas besoin d'interprète, puisque tout le monde parle allemand. C'est là à peu près le seul avantage de la situation. Voilà, et voici une banderole sur la façade d'une maison située près de l'hôtel qui dit, si j'ai bien lu, que la République démocratique allemande demande la reconnaissance en droit international. Vous voyez ici le soldat à l'entrée de l'hôtel Erfurter Hof, le soldat qui est revêtu de l'uniforme vert de l'ancienne Wehrmacht, mais avec un casque différent. Voilà, nous continuons avec le Cambodge, j'espère que j'arriverai à en finir. Je disais donc que l'Assemblée nationale cambodgienne a proclamé la patrie en danger, a supprimé toutes les libertés constitutionnelles. Des informations non confirmées signalent que l'armée cambodgienne serait divisée en deux tendances, l'une de gauche, l'autre de droite. L'aile gauche est minoritaire. Par ailleurs, il y a eu hier des duels d'artillerie en territoire cambodgien à proximité de la frontière vietnamienne. Nous allons voir maintenant, grâce à Jacqueline Dubois, qui est le nouvel homme fort du régime cambodgien. C'est le général Long Nol, Premier ministre et ministre de la Défense du Cambodge, qui serait maintenant au pouvoir à la suite du coup d'État qui vient de renverser le prince Norodom Sihanouk. Le général Long Nol est âgé de 56 ans. Il avait été nommé président du Conseil et ministre de la Défense en 1969 par le prince Sihanouk. Selon certaines sources, il partagerait le pouvoir avec le prince Sirik Matak, que l'on voit ici, et qui est membre du gouvernement et connu comme le général pour son scepticisme à l'égard de la politique de neutralité du prince Sihanouk. Au Laos, et en particulier dans la plaine des Jars, la situation n'est pas claire, au dire d'un porte-parole. Dans tous les cas, Vientiane a perdu tout contact avec Samtong au sud de la plaine des Jars depuis 5 heures ce matin. Nous écoutons Stéphane Paoli. Dans la plaine que vous voyez sur ce film, les combats se poursuivent. Une ligne de défense gouvernementale située à une dizaine de kilomètres de Samtong a été contournée par les assaillants et la base de Samtong a subi des attaques tôt dans la matinée d'hier. Des armes et des munitions ont été livrées aux défenseurs de la base. Quant aux blessés et aux morts, ils ont pu être évacués. Tous les Américains qui se trouvaient à Samtong ont également été évacués. Ils étaient une vingtaine de conseillers militaires parmi les quelques milliers de montagnards Méo. Selon des rumeurs non confirmées, des roquettes seraient tombées sur le terrain d'aviation de la base et un entrepôt de l'aide civile américaine aurait été entièrement détruit. D'après les évaluations, 5000 Nord-Vietnamiens se trouvent dans la région de Samphong, Long Chen et 1000 à 2000 d'entre eux sont engagés dans les combats. Mais bien que les liaisons radio soient coupées avec Vientiane, on sait que la base de Samtong est toujours aux mains des troupes gouvernementales et que les unités nord-vietnamiennes qui l'attaquent sont en nombre moins élevé qu'on ne le pensait hier. Quant au quartier général du général Van Pao, il a été transféré hier à Pakao, à 20 km au sud-est de Samtong, et la base lao-américaine de Longcheng, située à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Samtong, n'a pas été attaquée et fonctionne normalement. Une dernière nouvelle de l'étranger, aux Nations Unies, à New York, le Conseil de sécurité a adopté une résolution invitant les membres de l'ONU à accroître leur pression économique et diplomatique sur la Rhodésie. Il s'agit en fait d'une résolution de compromis entre la tendance modérée des États-Unis et de la Grande-Bretagne et la tendance très ferme et très exigeante des États afro-asiatiques.
Oui, je vous interromps juste une Oui, je vous en seconde. prie. On voit ici D'Allemagne le à nouveau. train, oui. On voit le train du chancelier Willy Brandt qui va partir pour la DDR. Et à l'instant, le chancelier répond à une question concernant l'interview que Walter Ulbricht nous a accordée avant-hier. Vous savez que Walter Ulbricht avait accordé une interview exclusive à Information Première et Willy Brandt a répondu qu'il avait pris connaissance de cette déclaration de Walter Ulbricht et que naturellement il avait noté ce point de vue et qu'il allait être très prudent dans ce qu'il allait dire lorsqu'il serait à Erfurt. Voilà, on voit le train qui s'en va maintenant. Bien, eh bien, nous revenons en France. Vous le savez, depuis hier, vous n'avez plus le droit, Bernard Volcker, d'appuyer abusivement sur le champignon. Le Premier ministre a été formel à ce sujet. Il est interdit de dépasser les 110 km/h. Les mesures sont applicables immédiatement et dès demain, sur les routes des vacances pascales, il faudra surveiller votre compteur, même si les fameux panneaux ne sont pas encore en place. On connaît maintenant la carte précise des 13 600 km réglementés. La voici. Il s'agit en fait des principales routes nationales. Les propos du Premier ministre ont suscité de nombreux commentaires qui sont relativement, je dois le dire, favorables aux mesures annoncées. Remarquons cependant que la Chambre syndicale des constructeurs automobiles regrette que l'effort de l'État, en ce qui concerne l'état du réseau routier, ne dépasse pas 130 millions de francs. De son côté, l'association des droits du piéton regrette que la mesure limitant la vitesse ne soit pas appliquée à l'ensemble du réseau et recommande une surveillance particulière des automobilistes lors de leur traversée des agglomérations. Malgré l'interdiction qui leur est faite de circuler les samedis 21 et 28 mars, le lundi de Pâques et le dimanche 5 avril, certains poids lourds transportant notamment des denrées périssables pourront tout de même rouler. Les autorisations seront délivrées par les préfets. La décision d'interdire la circulation aux poids lourds est loin, vous vous en doutiez, de satisfaire les chauffeurs et les transporteurs. Après l'annonce de l'interdiction, leur confédération s'élève contre cette mesure qu'ils qualifient d'aberrante. Nouvelle de France toujours, résultat des élections des présidents des conseils généraux, quelques derniers chiffres. 20 présidences ont changé de titulaire. L'UDR confirme les avantages enregistrés dimanche avec 5 sièges présidentiels supplémentaires. Les Républicains indépendants gagnent 3 sièges de président. Les communistes, le PSU et les socialistes perdant respectivement 1 et 3 sièges. Retardé en raison de la réunion des conseils généraux, le Conseil des ministres se réunira cet après-midi à l'Élysée. À l'ordre du jour, la situation à Nanterre, bien entendu, la situation au Cambodge et la création de l'Institut de développement industriel. Guy Claes nous en rendra compte ce soir à 19h45. Affaires sociales, la Fédération des fonctionnaires, après l'échec des négociations avec le secrétaire d'État à la fonction publique, a décidé de demander l'arbitrage du Premier ministre. Les syndicats s'élèvent contre la différence entre les augmentations obtenues par le secteur nationalisé, électricité et gaz de France, SNCF et charbonnage, et les augmentations proposées par M. Malo à la fonction publique. Après l'assassinat du pilote de l'avion New York-Boston, et maintenant nous abordons les informations générales, les pilotes de ligne ne feront pas grève. Mais leur fédération, réunie à Londres depuis 8 jours, a demandé aux associations de pilotes d'agir auprès des gouvernements, d'agir très fermement auprès de leurs gouvernements respectifs, afin que ceux-ci prennent des mesures d'urgence et pour que les actes de piraterie aérienne cessent immédiatement. À Boston, John DeVivo, le pirate de l'air assassin, a été inculpé de meurtre. Il y a 4 mois, à la frontière franco-belge, près de Warneton, une femme était retrouvée noyée dans la Lys. C'était au mois de décembre. Un homme, M. Vicard, identifiait formellement le cadavre comme étant celui de sa femme disparue depuis septembre. Depuis 4 mois donc, M. Vicard et ses 6 enfants fleurissaient chaque jour la tombe du petit cimetière de Warneton. Or, depuis 2 jours, on se demande qui est la femme enterrée à Warneton sous le nom de Denise Vicard. Il y a 2 jours, en effet, Denise Vicard revenait à Warneton pour reprendre sa place auprès de ses enfants et de son mari après une disparition de 6 mois, une disparition qui remonte au 27 septembre. On est parti, puis on n'a plus une nouvelle, puis rien du tout. Puis 2 mois après, on a trouvé une noyée, là, on a été voir, on a cru que c'était ma femme. Quoi. Et vous l'avez reconnue, vous? Nous, comme ma femme, oui, c'est tout à fait la même photo.
C'était tout à fait elle. Tout à fait. Et vous l'avez reconnue? Les cheveux et tout. Tout. Et est-ce qu'elle avait l'habitude de disparaître comme Oui. ça? Elle avait l'habitude de partir. Mais quand vous l'avez revue vivante, il y a combien de temps vous l'avez revue? Hier. Hier. Il y a 3 heures, oui. Mais comment vous savez que c'était elle et comment vous l'avez reconnue, enfin? Parce qu'elle avait donné un papier à un ouvrier d'usine pour me le donner. C'est elle qui vous a contacté, alors? Oui. Et quand vous l'avez revue? Quel effet ça vous a fait? Enfin, cette Un femme que choc. vous croyez morte, Croyez pas. mais vous l'avez revue. Et comment a été votre première rencontre avec votre femme? Ben, il m'a dit de la chercher à la gendarmerie. Oui. Je suis revenu avec. On est monté coucher. Et comment elle vous a expliqué cette absence et ce manque de nouvelles pendant si longtemps? Il a regretté. Elle a regretté. Et comment expliquez-vous, justement? Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Enfin, vous, parce que... Elle doit revenir ce soir pour ses petits-enfants. Mais comment ça se fait qu'elle a laissé ses enfants pendant si longtemps sans nouvelles? Moi, c'est pas. Mais vous croyez qu'elle va revenir? Il faut qu'elle revienne. Bien, si vous ne le savez pas, Madame Vicard est rentrée hier soir chez elle, nous la prenions tard dans la soirée. Vous avez compris, cette interview a été réalisée auparavant, avant son retour. Si la route de vos vacances vous mène vers les cimes et les stations de sport d'hiver, il est inutile de préciser que nous vous souhaitons de bonnes vacances, mais cependant nous attirons votre attention sur le fait qu'il faut toujours être très prudent et ne pas s'éloigner des itinéraires balisés, car le danger d'avalanche persiste. C'est ainsi que hier, en Italie, près de 30, eh bien, une avalanche a enseveli plusieurs skieurs et il y a 4 disparus, 4 morts. Nous parlons sport maintenant avec Patrick Chapuis, haltérophilie, je crois. Oui, un record du monde d'haltérophilie a été battu. C'est une performance vraiment fantastique. Jabotinsky n'est plus l'homme le plus fort du monde. Son successeur est un haltérophile russe comme lui, qui s'appelle Vassili Alexeyev. Vassili Alexeyev vient de porter le record olympique des super lourds aux 3 mouvements à 600 kg. Cela veut dire qu'il a réussi 212 kg 500 au développé, 170 kg à l'arraché et 217 kg 500 à l'épaulé jeté, ce qui fait bien le total fantastique de 600 kg. Alexeyev a 28 ans et il pèse lui-même 134 kg. Pour bien saisir la portée de cet exploit, il faut se dire que chez les hommes forts, ce record fait autant de bruit que si, en athlétisme, on apprenait tout d'un coup que quelqu'un a couru le 100 mètres en 9 secondes 8 dixièmes. Il faut se souvenir aussi qu'en 1956, lorsque Anderson avait réalisé 500 kg, on pensait les 600 kg totalement inaccessibles. Eh bien pourtant, Alexeyev a déclaré qu'à Munich, aux Jeux Olympiques, il faudrait réaliser 630 kg pour avoir des chances de gagner. Cyclisme, c'était ce matin le départ de Milan-San Remo. Le départ a été donné à 236 concurrents répartis en 27 équipes. Eddy Merckx, qui, vous savez, avait failli déclarer forfait, est finalement parti. Et vous pourrez suivre cet après-midi en direct à partir de 15 h avec Jean-Michel Leleu et Richard Dio l'arrivée de cette étape. Football, nous connaissons maintenant les 4 clubs qui disputeront les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs. Il s'agit de Leeds, le club anglais, de Legia de Varsovie, du Celtic de Glasgow et de Feyenoord, le club hollandais. Petite consolation pour le français, Legia de Varsovie, qui avait éliminé Saint-Étienne, est finalement qualifié pour ces demi-finales. Nous allons voir maintenant à l'entraînement chez lui, dans son atmosphère familiale, un rugbyman qui fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de Jacques Cantoni, qui pourrait bien faire prochainement son entrée dans le 15 de France. C'est un reportage de notre station de Toulouse. Le sujet n'est pas arrivé, semble-t-il. Oui, j'ai l'impression que nous allons devoir abréger. Oui. Bien sûr, bien sûr. Bien, eh bien, nous parlons maintenant de tout à fait autre chose avec Jacqueline Alexandre. Que vous dire, chère Jacqueline, sinon que j'ai hâte de connaître le contenu de vos propos, tout simplement. Eh bien, moi, je vais simplement vous annoncer l'émission de Jacqueline Cora, Téléphilatélie, qui va passer maintenant. De nouveaux timbres français vont paraître en fin de semaine. Dans le cadre de l'année européenne de la nature, mise en vente anticipée samedi et dimanche prochain dans le grand hall du ministère de l'Agriculture à Paris, d'un timbre à 0,45 représentant des flamants roses de Camargue. Et premier jour, également les 21 et 22 mars, d'une part à Paris au Palais de la Découverte et d'autre part à l'Hôtel de Ville de Saint-Omer où se tiendra une exposition philatélique à cette occasion, d'un timbre à 0,50 francs honorant Pelletier et Cabantou,
inventeur de la quinine. Si vous vous trouvez dans le Vaucluse pour le week-end, ne manquez pas de vous arrêter à Sorgues où se tiendra la 6e exposition organisée par la section philatélique de la ville. Mais ces jours derniers, c'est dans 86 villes de France que s'est déroulée la journée nationale du timbre. Voici les images de la manifestation parisienne. Dans les locaux d'un grand magasin de la Rive-Droite, inauguration par M. Goursola, représentant le ministre des PTT et le directeur général des Postes, entouré de personnalités du ministère, de la philatélie, de l'exposition qui présentait, en cette année du centenaire de la guerre de 1870-71, une très belle sélection de ballons montés, notamment à destination de pays lointains, comme la Russie, Rio de Janeiro par le ballon Lafayette, Panama par le Fulton, en direction de l'Inde par le général Daumesnil. On remarquait également sur ces plis des marques d'armée comme celle-ci, corps du génie volontaire, plis transportés par le Vaucanson, et marin de l'Orient, lettres transportées par le Vauban. Étaient aussi exposés des affranchissements rares, comme ce tête-bêche du 10 centimes siège de Paris. On pouvait voir également des boules de moulin. Ici, une lettre portant une bande de 5 du 20 centimes de Bordeaux, datée du 4 janvier 1871. Plus loin, intéressante sélection des premières cartes postales, dont la création remonte à décembre 1872. Ici, nous voyons une évocation de l'épopée de l'armée d'Orient pendant la Première Guerre mondiale à travers timbres-poste et lettres, comme celle-ci rappelant l'occupation de Smyrne par les troupes françaises. Et parmi les collections consacrées à la marcophilie étrangère, ces rares marques précurseurs de Grèce. Et parmi les études spécialisées, cette très belle présentation des premiers timbres préoblitérés de Belgique. En résumé, une exposition de classe qui méritait bien l'affluence qu'elle connut. Les éditions Farcigny viennent de faire paraître leur nouveau catalogue général des enveloppes premiers jours, depuis les premières connues en 1950 jusqu'à nos jours, sans oublier celles des pays d'expression française et des émissions Europa. Demain, retrait de la vente des timbres Blason d'Agen et Blason de Saint-Denis de la Réunion. Notre administration postale nous annonce pour le 28 mars un timbre commémorant le lancement à Kourou de la fusée française Diamant B. Enfin, une nouvelle qui nous réjouira tous. Vous savez que depuis longtemps, les philatélistes réclament que les timbres commémoratifs soient de valeur courante. Eh bien, ce sera chose faite puisque le timbre qui sera émis à la Pentecôte pour le congrès de la Fédération des sociétés philatéliques aura une valeur faciale de 0,40 francs. Coup d'œil maintenant, voulez-vous, sur les dernières nouveautés étrangères. L'événement international de la semaine écoulée étant l'ouverture de l'exposition mondiale d'Osaka, de très nombreux pays ont tenu à manifester philatéliquement leur participation en représentant leur pavillon ou un paysage japonais ou une marionnette typique ou encore un symbole sur les timbres qu'ils émettent. Les grands de ce monde se déplacent et cela nous vaut des timbres de la part des pays qui les accueillent. La journée météorologique mondiale a inspiré l'administration postale du Dubaï, de même que celle de la Zambie. Pour notre herbier philatélique, c'est joli flair des îles Pitcairn. Le 1300e anniversaire de l'État bulgare sera célébré solennellement en 1981. D'ici là, l'administration postale émettra jusqu'à l'année jubilaire des timbres évoquant les grands moments de l'histoire du pays. En voici la première série. Les travaux d'Héraclès ont à juste titre inspiré les postes helléniques. À remarquer que 2 des œuvres reproduites se trouvent au musée du Louvre. Au revoir, à jeudi prochain et bonne semaine philatélique. Pour faire connaître la France aux Sud-Africains, une grande semaine française a été organisée à Johannesburg. Juliette Gréco était l'attraction de la soirée d'inauguration qui a eu lieu dans les salons de l'UTA. Mon égaré, dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison, on a eu tort, mais c'est si bon. Regarde perdu dans le ruisseau, va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris, flonflon, t'as la en fête, et les millions, pour être poète, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon. Avec Juliette Gréco, la semaine française à Johannesburg commence bien. Un festival de films français a démarré aussi. 5 films seront présentés, mais l'Afrique du Sud est un pays puritain et Erotissimo n'a pas passé le barrage de la censure locale.
Applaudissant Juliette Gréco, on pouvait voir l'ambassadeur de France et le roi du diamant, Henry Oppenheimer. Il y avait tout Johannesburg, enfin je veux dire tout ce qui compte à Johannesburg. Il paraît. Vous en avez entendu quoi? Non, je ne vois pas les gens dans la salle. Vous chantez dans le vide? Non, je chante dans le plein, mais je ne sais pas quel est ce plein. Quand vous faites le compte du chemin que vous avez parcouru depuis 20 ans, on dit maintenant à l'étranger c'est une grande dame de la chanson française. Vous parlez des kilomètres ou vous parlez du travail? Non, non, je parle du travail, de la réussite et de ce qu'on pense de vous ici, partout. Je pense que la réussite n'existe pas. Vous avez l'impression que tout est à refaire chaque fois? Chaque fois. Pour des gens complètement différents, pour un public chaque fois différent. Vous avez des projets maintenant? Oui, je vais demain à Libreville, et puis je fais l'Afrique noire, et puis après je rentre à Paris dans une dizaine de jours. Dominique Lory, nous vous attendions avec impatience. Vous arrivez tout droit de Nanterre. Oui, je reviens à l'instant de Nanterre et contrairement à ce que l'on pouvait penser, le professeur René Raymond a refusé les fonctions de doyen de la faculté des lettres. Monsieur Raymond, je vous le rappelle, était l'assesseur du doyen Ricoeur. Il avait demandé au conseil de gestion un certain nombre de garanties pour accepter ce poste, notamment la confiance des 2/3 du conseil. Il a eu ce matin 24 voix sur 38 présents. Dans ces conditions, le professeur Raymond estime que les conditions ne sont pas remplies et qu'il refuse le poste de doyen. Il expédiera selon sa formule les affaires courantes, mais ne prendra aucune décision politique. Je l'ai rencontré il y a à peine une heure. Voici sa déclaration. Pendant 2 jours, j'ai consulté très largement les organisations et les syndicats pour connaître la façon dont elles appréciaient la situation et savoir aussi sur quel concours je pouvais compter et quels moyens le conseil de gestion mettrait à ma disposition. Au terme de ces 2 jours, j'ai acquis la conviction que la situation était assurément grave, mais qu'il subsistait peut-être une chance de continuer. J'ai estimé que je n'avais pas le droit de refuser, de tenter cette expérience. Mais je ne pouvais pas le faire à n'importe quelle condition. Aussi ai-je demandé ce matin au conseil de gestion réuni de m'accorder, de me renouveler sa confiance en répondant positivement à un certain nombre de questions. Je souhaitais par exemple que soient reconstitués autour de moi des organismes de travail, que soit mis en application un protocole d'accord sur l'exercice des libertés, soumis à une double consultation et auprès de toutes les organisations et auprès de tous les usagers de la faculté, étudiants, enseignants, administrateurs, qu'une commission des libertés civiles soit constituée, qu'une trêve soit instaurée à l'intérieur pour renoncer à l'agression verbale, aux insinuations, aux procès de tendance. J'ai ajouté que j'exigeais, sur l'ensemble de ces questions globales, un vote formel émis à la majorité des 2/3, et que je tiendrais pour négatif les refus de vote, les abstentions, les bulletins blancs. Le scrutin, après un long échange de vues qui s'est déroulé dans une atmosphère de dignité et je suis reconnaissant au Conseil de m'avoir entendu longuement, a répondu par 24 oui et 14 votes d'autres. Je considère que la condition n'est pas remplie, que dans ces conditions, l'expérience que j'aurais tentée est vouée à l'insuccès.